Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Nous nous retrouvons avec quelqu'un que vous connaissez, vous devez vous en souvenir, sur sa précédente intervention sur la guerre de contre-insurrection. Je reçois aujourd'hui Driss Ghali. Driss, bonjour. Bonjour. Et là, c'est un peu pour te présenter doctrinalement qu'on a d'abord voulu faire la présentation de ton livre. Ensuite, là, ce qui m'intéresse, c'est celle de son auteur et en même temps un petit livre que tu as fait par Internet, qui est un e-book dont les liens sont disponibles en présentation et qui est un manifeste assez viril sur ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Vivre ensemble, vivre côte à côte, vivre face à face. Et nous verrons ça en temps voulu. Donc, si tu veux, parce que moi, j'ai entendu parler de toi par rapport à d'abord ton ouvrage Chogalela, déjà. D'accord. Ensuite, si tu veux, on s'est raccordé tout simplement par Facebook. Exact. Et j'observe tes posts depuis un moment parce que, tu sais, sur Facebook, si tu veux, alors, c'est un tout petit peu moins vrai avec des mecs comme moi parce que moi, j'utilise Facebook pour le boulot. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je fais 90% de ce que je fais quasiment jamais de personnel. D'accord. De temps en temps, j'envoie une bonne vanne parce que, si tu veux, disons que j'ai une partie de public qui est assez sensible à ma méchanceté, et j'observe. Et Facebook, sur les intellectuels, ça te dit qui est qui. Parce que comme beaucoup de gens laissent tomber le masque sur les réseaux sociaux, et là, tu vois vraiment qui ils sont. Moi, tu vois, je vais te donner un exemple. Je suis sur le Facebook de gens comme Pascal Boniface, comme une vilaine petite chose qui est le patron d'Alternative économique, qui est un gauchiste européiste, un des pseudo-spécialistes du monde arabe en France, qui est Dominique Vidal, qui est un trotskiste. Qui est à l'Institut du Méditerranée. IREMO, non, il n'est pas à l'IREMO. Je me demande s'il n'est pas à l'IREMO. Alors, si tu veux, tu sais, c'est le binôme d'Alain Grèche. Enfin, tout ça, c'est la mafia. C'est la mafia de la LCR, tu vois, c'est la mafia de la LCR. Et tu te rends compte tout de suite, parce que les gens sont plus détendus, ils croient qu'ils sont. Tu sais, c'est un phénomène de cours. Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, tu vois les sales types. Tu vois les sales types, tu vois les faux intellectuels profondément, des gens malhonnêtes et des gens qui travaillent peu. Et de l'autre côté, tu vois les mecs qui bossent. Je pense à mon camarade qui va bientôt passer là, dans mes entretiens, Baptiste Rapin. Pour moi, chez les intellectuels de 45 ans vers les 50 ans, il n'a pas encore 50 ans, je ne pense pas. Il m'avait été emmené par Françoise Bonnardel, qui est pour moi l'une des très grandes esprits en France. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs de la nouvelle génération, très clairement. C'est un grand génie. Et tu vois, sur Internet, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait comme il fait ailleurs, il bosse. Tu vois, tu le vois, le caractère besogneux. Et tu vois aussi les hommes de conviction. Toi, tu es un homme de conviction. Si tu veux, moi, je vois tes posts sont encore plus raides que ce que tu écris. Oui. Et je me dis, tiens, lui, il assume. Il assume complètement. Et je me suis mis à lire. D'ailleurs, c'est souvent assez piqué d'intelligence. Mais c'est, tu vois, même parfois avec des choses dont je ne suis pas nécessairement d'accord, mais je me dis, ce mec-là, j'aimerais bien savoir d'où il vient. Donc, si tu veux, qu'est-ce qui intellectuellement a fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui ? Écoute, nous sommes... Bon, il y a deux choses. Nous sommes le produit de notre environnement et nous sommes
aussi le produit du hasard ou de la providence. C'est-à-dire que mon environnement, mon éducation a fait de moi que je suis né dans le monde arabe. Je suis d'ailleurs de race arabe. Mon village au Moyen Atlas est un réduit arabe dans un monde berbère. Donc nous, on connaît bien l'histoire de lutte raciale, interethnique, on connaît très bien. Et donc je viens de ce monde-là, monde paysan, monde du Piémont, c'est des vergers. Nous ne sommes pas des céréaliers ni des pasteurs. Ça, c'est important pour la mentalité. Nous sommes des gens qui vendent des fruits, des cerises, des oliviers. Je dis nous, mes parents viennent de ce monde-là. J'ai encore quelques possessions dans le village. Et c'est notre culture. Je veux dire, on vient de là. On n'efface pas 1000 ans, je ne sais pas combien de temps de ma famille là-bas, comme ça, avec un exode en ville ou même en venant vivre en Europe. Tu vois, ça nous imbibe. Donc, nous sommes des gens qui avons peur du manque, tu vois. Nous aimons faire notre compote de cerises, de marmelade, je ne sais pas quoi. Et ça, c'est important. Donc, j'ai été comme une plante. Moi, j'aime bien le monde végétal. Hein. Je ne suis pas du tout dans le monde animal. J'aime bien le monde végétal. Et j'ai été greffé très tôt, mais greffé vraiment à la culture française. D'ailleurs, un de mes oncles était jardinier à Versailles, s'il vous plaît. Il a appris à Versailles dans les années 40. Le jardinage, c'était un maître en greffe. Et donc, il a appliqué ça au Maroc plus tard. Et donc, moi, on m'a greffé à la civilisation française. Donc, dans ma sève, dans mes veines, circule la civilisation française qui a été présentée par mes parents, comme étant un complément nécessaire. Tu sais, c'est comme la vitamine D, la vitamine C que tu prends pour compléter ta diète, ton régime alimentaire. Mes parents m'ont dit, écoute, pour tout ce qui est sérieux, tu vois, le travail, la besogne, l'intelligence, les lumières, c'est la France. Ils avaient raison ou tort, peu importe. Je t'explique d'où ça vient. Tu es marocain arabe, très bien. Notre culture, elle a déconné au niveau de la corruption, de l'hypocrisie, un manque total de solidarité. Nous ne sommes pas sérieux, pas disciplinés. Donc, tu vas compléter ça chez les Français. Voilà. Je viens de ce monde-là. Donc, si j'étais une plante, dans ma sève, tu as ces deux choses-là qui roulent. Donc, moi, je me sens irakien quand j'entends parler mes amis irakiens sur Internet ou quand je lis des choses. Quand j'ai travaillé sur Galula, j'ai lu pas mal de choses d'Irak. Même quand un Saoudien parle, moi, je me sens vibrer. Donc, je viens de ce milieu-là. Je ne peux pas dire je suis une plante sans racines dans la mondialisation. Non, je viens de ce monde-là. Mais j'ai ouvert les yeux sur les lumières en France, enfin, à travers la civilisation française. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je suis un véritable cosmopolite. Alors, le mot est très péjoratif maintenant, mais moi, je me sens tout à fait à l'aise en étant un étranger professionnel. C'est-à-dire que j'aime bien avoir le regard extérieur. J'aime bien être toujours l'étranger quelque part. En France, au Brésil. Je vis au Brésil depuis 10 ans et je découvre cette culture intimement. Je suis marié à une Brésilienne, mais j'ai besoin de me sentir comme étant une sorte d'explorateur, vous savez, d'étranger, pas touriste. Hein. Qu'un touriste ne fait pas d'enfants, un touriste ne paie pas des impôts, il achète pas. Non, moi, je m'enracine, mais je m'enracine comme une plante étrangère que tu mets dans ton jardin, tu sais. Je veux agir. Et d'où mon combat, si tu veux, pour la diversité. Moi, un étranger professionnel comme moi, si tu veux, un cosmopolite, il a besoin qu'un Français reste un Français, qu'un Brésilien reste Brésilien, et qu'un Mexicain reste Mexicain, qu'un Chinois reste Chinois. J'ai besoin de cette diversité-là. J'ai besoin c'est parce que tu voyages que chez l'étranger. Et aujourd'hui, on en parlera peut-être. La proposition qui nous est faite comme étant inéluctable et non négociable, c'est la dilution des identités. Et tout le monde devient comme dans une espèce de soupe bouillabaisse mondiale. Et non, pour moi, c'est un drame parce que moi, j'ai besoin vraiment moi, j'apprécie beaucoup et cet échange interculturel. J'adore me retrouver en Afrique, au Mozambique, par exemple. Mais si le Mozambicain devient comme un Brésilien ou comme un Français, moi, je perds mon plaisir, on va dire. Alors, c'est un peu du dandisme, hein, c'est pas, mais j'admets que c'est un privilège, c'est-à-dire que la plupart des gens n'aiment pas changer de culture en permanence, vivre dans l'interculturel, c'est pas facile.
Moi, je suis marié brésilien, c'est pas évident tous les jours. Moi, je suis musulman et les catholiques, c'est des compromis qu'on fait tout le temps. Mais ça me donne une responsabilité. Je veux dire que je peux pas me dire, je, je me bats vraiment pour qu'il y ait des différences. Parce que euh, c'est pas dire, on peut pas continuer à faire comme si de rien n'était. Il y a un véritable changement dans le monde aujourd'hui vers une espèce d'uniformisation qui, pour moi, est un drame. Dire, c'est, Si tu veux, je comprends tout à fait l'œil qui est le tien. Faut pas oublier une chose. Je mets de côté ce que j'appellerais la radicalisation ethnique que vivent énormément de peuples sous les coups de la mondialisation et qui n'est pas du nationalisme, qui est du folklorisme, qui est le fait de, on appelait ça du chauvinisme dans le temps, qui est, si tu veux, le fait de devenir un Indien de réserve et de montrer les muscles connement, alors qu'en fait, c'est ce que le système attend. Tu vois, moi, si tu veux, j'ai toujours été très sceptique sur les nationalistes blancs, sur tous ces trucs-là. Je vais dire, parce que ce sont des approches de l'identité qui sont totalement régressives par rapport à ce que la civilisation française a fait. Ce sont des approches régressives, tu vois. Moi, je l'ai souvent dit, la dérive vers l'islam sectaire ou vers le racisme arabe vis-à-vis des autres, en réalité, prend ses racines dans l'effondrement de la grande culture arabe. Peut-être. Tu vois, quand je vois des panafricains ethniques suprémacistes noirs et que je vois qui était Senghor, un homme avec qui j'ai eu l'immense honneur de travailler, qui est Abdou Diouf. Oui, je ne connais pas, mais je sais qui c'est. Mais je me dis, les pauvres, ils vont devenir des Indiens de réserve. Alors, et c'est ce que le système veut. Parce que le système a besoin, non pas de l'identité qu'il entend détruire, mais des formes psychiatriques du phénomène identitaire, tu vois, et des formes déculturées. Tu vois, je vais te donner un exemple tout bête. Il y avait un chef d'extrême droite dont je ne me rappelle plus le nom, qui est une saloperie, qui est français, hein, enfin, qui est théoriquement français, qui a des papiers français, disons, et qui s'était attaqué à Florian Philippot, parce que Florian Philippot avait pris un jour un couscous dans un restaurant. Mais attaqué, mais insulté, envoyé des trolls, etc. Ça a duré des jours et des jours. Ouais. Et le problème, si tu veux, c'est que la jeune femme qui servait dans le restaurant, qui est propriétaire du restaurant, est une fille de harki, Front National historique. Et en plus, le couscous d'aujourd'hui, en plus, est un plat qui est franco-maghrébin. Parce que, comme tu le sais peut-être, l'armée française, quand elle était en Afrique du Nord, a beaucoup influé, parce qu'elle a découvert ces plats, et elle a beaucoup influé sur leur préparation, parce que nos soldats en ont été friands. Donc, si tu veux, c'est pas la culture traditionnelle. C'est une culture, disons, de la période coloniale. Et si tu veux, quand j'ai vu ça, et ça, c'est un épisode anecdotique, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que tu as une digestion et un abêtissement du fait identitaire. Bien sûr. Tu vois, je vais te donner un autre exemple par rapport à ce que tu as brillamment expliqué. Il ne faut pas détester les termes de cosmopolite et de nomade. Oui, tout à fait. Il ne faut jamais oublier, tu vois, Françoise Bonnardel avait écrit un ouvrage magnifique sur le nomadisme. J'ai regardé. C'est que le nomade, il y a toute une tradition. Par exemple, on dit que le nomade déteste les territoires. Ce n'est pas vrai. La plupart des peuples nomades ont un territoire, mais là où nous territorialisons par la géographie, eux, ils territorialisent par l'astronomie. Donc, ils ont un territoire, mais ils le voient d'en haut. Et si tu veux, ils ont un enracinement.
Le nomadisme ne s'oppose pas à l'enracinement, sauf chez des gens qui sont là aussi des pathologiques. Bon, Attali avait écrit des trucs sur le nomade qui étaient des trucs ridicules, si tu veux, qui, à la fin, tu te demandes s'il écrit pour penser ou s'il écrit juste pour énerver les gens. Quand Bernard-Henri Lévy dit qu'il est cosmopolite, il ne se rend pas compte qu'il insulte tout ce que le cosmopolitisme a été depuis 25 siècles. Parce que quand les philosophes grecs créent le terme de cosmopolitisme, ils n'entendent pas quelqu'un qui se déracine, pas du tout. Ils entendent quelqu'un qui confronte ses racines. C'est pour ça d'ailleurs que dans leur esprit à eux, seuls les hommes de culture peuvent être des cosmopolites, parce que justement, ils ont des racines à faire valoir en échange face aux racines d'autrui. C'était cet ouvrage magnifique de Tadao Takemoto, du dialogue racine contre racine. Intéressant. Et c'est un mot qu'il emprunte à Malraux, et dont il était le traducteur au Japon, tu vois, et Tadao, qui me fait le privilège de son amitié, enfin, si tu veux, le mec, il est descendant d'une des plus grandes lignées de samouraïs, plus japonais, tu meurs. Or, si tu veux, et pourtant, il a été le traducteur attitré et ami personnel de Malraux au Japon. Et si tu veux, ça, c'est ce que le mondialisme veut tuer. Parce que le mondialisme n'entend le cosmopolitisme comme le nomadisme, comme avant tout comme une évolution de la métaphore touristique. Tu vois, le cosmopolite et le nomade dans ce monde-là sont une espèce d'hybride entre le touriste et le colon. Tu vois, c'est-à-dire qu'il arrive en défonçant la porte comme le fait le colon, et il s'installe en parasite comme le fait le touriste. Et il donne des leçons. Ça n'a rien à voir avec le nomadisme historique, ça n'a rien à voir avec le cosmopolitisme historique. C'est une pathologie de gens qui ont gagné trop d'argent pour leur bien et pour le nôtre. Et malheureusement, parce que tu as tout un marché de l'abêtissement identitaire, tu as des gens qui surréagissent au fait de au cosmopolitisme, ou qui surréagissent au terme nomade, alors qu'ils ne le doivent pas. Ça, c'est des chiffons de corrida. Et moi, tu vois, moi, j'ai vécu en immigré. Tu as vécu où? Alors, c'est simple. Mon épouse est khmer. Donc, c'est intéressant. Donc, si tu veux, quand je suis avec ma belle famille qui m'adore et que j'adore, là, si tu veux, je suis pas là pour donner des leçons. Je regarde tout, surtout qu'il faut que je me concentre beaucoup parce que je maîtrise très mal la langue et ça, j'ai honte. Mais donc, il faut que je me concentre beaucoup pour pouvoir pas être un boulet et suivre. Mais surtout, jamais donner de leçons. Tu vois, et surtout quand vraiment, à leurs yeux, tu es l'un des leurs. Parce que moi, pour eux, je suis un des leurs. Ils me traitent comme l'un des leurs. Or, le seul problème, c'est que je baragouine, enfin, heureusement, je parle bien anglais et ma belle-sœur aussi, donc ça m'aide. Mais, par exemple, avec mes beaux-parents, zéro. Et si tu veux, j'aime voir comment ils appréhendent le monde. Tu vois, ils sont très différents. Tu vois, parce que justement, c'est différent. Il y a même des points où je me suis plus attaché à leur vision du monde qu'à celle que je vois ici. Moi, je me suis converti quand je me suis marié. Je me suis marié sur rite bouddhique. Et c'est pas eux qui me l'ont demandé, c'est moi qui l'ai voulu. Donc, si tu veux, l'altérité est une véritable expérience. Or, quand tu retires ça, tu vois, moi, je vais te donner un exemple qui m'avait choqué quand j'étais à Madagascar. Je descends de l'avion et sur le contrebas de l'aéroport de Mada, à Antananarivo, tu as un gigantesque Carrefour, le magasin Carrefour. J'en aurais pleuré. Tu vois, parce que si tu veux, en plus, si tu veux, comme c'est un supermarché, partout dans le monde, c'est relativement laid. Bien sûr. Mais ici, et tu vois, c'est ce cosmopolitisme-là qui est en train de nous bouffer.
Mais Bien ça ne sûr, tue pas le cosmopolitisme en lui-même. Tu vois. bien sûr. Tu veux dire, mais tu vois la guerre qui est menée contre les accents régionaux. C'est très important. Ça se perd, ça, tout le monde se dilue. Ah oui, tu m'as fait penser au Khmer. Bah, il y a Auguste Pady qui a dit des très belles choses sur le monde Khmer. C'est un explorateur français du 19e, fin 19e, et qui a écrit La conquête des cœurs. Et ça se trouve maintenant, enfin, c'est dans la Bibliothèque de France. Et il raconte les Khmers ont failli disparaître sous l'invasion des Thaïs à l'ouest et des Vietnamiens à l'est. Bien sûr, parce que c'était en sandwich. Voilà. Ils étaient en sandwich, les deux peuples, les Thaïs et les Vietnam et les Viet, qui sont en plus deux grands peuples guerriers, tu vois. Bien si sûr, tu veux, faut bien voir que ces trois grands peuples sur un territoire qui est pas si grand, exact. Où tu as deux grands peuples guerriers, au milieu tu as un peuple qui est un peuple d'artistes, qui est fondamentalement un peuple des artistes. C'est vrai. Et ça se voit aussi d'un point de vue économique, tu vois, c'est que aujourd'hui tu as des lignes de très beaux vêtements qui sont au Cambodge. La machine-outil, les meilleures machines-outils au monde, quasiment aujourd'hui, c'est plus l'Allemagne, c'est la Thaïlande. Et tu as l'industrie de plus lourde qui est au Vietnam. Or, si tu veux, les deux peuples s'étaient dit, voilà, de part et d'autre des grands fleuves, on coupe la poire en deux, on prend le Cambodge et le petit Laos, vu que les Laotiens, enfin, on dit parfois au Laos que le Laos est un peu l'enfant du Cambodge, tu vois, c'est le petit et la maman, tu vois. Et donc, si tu veux, et qui s'interpose pour éviter ça, c'est la France. Tu vois, et si tu veux, je pense que ça n'a pas entraîné un très violent contentieux ni dans la mémoire thaïlandaise ni dans la mémoire vietnamienne, mais beaucoup de Khmers s'en rappellent encore que c'est nous qui nous sommes interposés et qui avons évité. Je pense, quand on voit ce qu'est le Grand Kampuchéa, ce qui a été, parce qu'il faut pas oublier que pendant des siècles, c'est le petit Cambodge qui a terrorisé toute la zone. Hein. Tout à fait. Et si tu veux, nous avons évité ce qu'aurait été, à mes yeux, une véritable perte pour l'humanité, tu vois, parce que quand tu vois la grandeur de c'est drôle, sur un tout petit territoire, tu as 3 civilisations multiséculaires, si tu veux, plus anciennes que la plupart des cultures européennes, à 2 ou 3 exceptions près, et si tu veux, voilà, moi c'est et d'un côté, quand tu es français et que tu voyages un peu, tu te rends compte que dans pas mal de régions du monde, mais vraiment dans une très très grande partie du monde, tu as eu des Français qui sont venus et qui ont... alors, ils ont parfois fait des erreurs, ils ont fait tout ce que tu veux, mais ils ont eu une curiosité pour l'autre. Bien sûr. Tu vois, moi, tu vois, par exemple, quand moi, je le raconte souvent, hein, moi, j'ai eu une expérience que je garderai tant que mon cerveau fonctionnera. Tu vois, je visite encore. Mon guide parle un français parfait. Il a 19 ans. Alors que le français, c'est quasiment entièrement perdu dans la rue au Cambodge. Bien sûr. Et lui, il parle un français parfait. Il a 19 ans. Et il me fait voir là où Malraux a piqué des statues. Et donc, je dis, oh putain, je vais encore devoir m'excuser, j'en ai marre. Et là, il me dit, ouais, mais quand Malraux prend les statues, ici, c'est la jungle. Nous, on avait oublié encore. Oui, ils avaient oublié. Ouais. Et les Français nous aident à redécouvrir encore, et aujourd'hui encore, 2% du PIB Cambodge chaque année. Je savais pas. Et là, il me regarde et il me dit, alors, qui a fait encore? C'est les Khmers. Et Malraux. Merci, Malraux. Et là, je le regarde, je fais, ouais, vous vous en sortirez toujours. Tu vois, si tu veux, ils vont pas se gratter, tu vois, comme malheureusement d'autres peuples se grattent pendant des décennies, tu vois, et si tu veux, c'est ce sens-là du contexte de l'autre que
que d'ailleurs la plupart des mondialistes détestent. Parce que quand tu les croises, moi je les ai croisés pendant 5 ans au Parlement européen, ce sont des beaufs qui payent le whisky beaucoup plus cher. Enfin, alors, oui, tu as raison. Ce sont des beaufs à goût de luxe. Exact. D'autant plus que souvent, c'est toi qui les payes, en fait. Les goûts de luxe, leur goût de luxe. Mais. De toute façon, tu le vois à leurs œuvres architecturales. Je veux dire, si c'était une vraie élite, nous aurions un renouveau de l'architecture mondiale. Tu vois ce qu'on construit. C'est très vrai. C'est incroyable. Ils n'ont pas de goût, ils ont des goûts de chiottes. Tu vois même la cuisine. Partout, ces mecs s'installent. Ils Instagramment la cuisine. Les plats doivent devenir jolis comme les fesses d'une belle femme. Ce sont des éradicateurs. Ils n'ont pas de goût. Ils n'ont pas de goût. C'est vraiment des barbares. Moi, je les vois aussi au Brésil, tu sais, les nouveaux riches. Ah, moi aussi, je voudrais être un nouveau riche. Il y a un peu de jalousie là-dedans, évidemment. Mais il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de. Tu vois, l'architecture brésilienne des années 50-60, c'était une véritable solution au tropicalisme. Donc, c'est beau. Et en plus, tu dis waouh. Là, tu vois l'architecture brésilienne aujourd'hui en 2021, tu te croirais en Thaïlande ou à Paris, à la Défense. Ils ont tous des goûts de chiottes. Tout est du vert partout, de la clim, il faut de la clim, il faut du Wi-Fi partout. Les courbes, tu n'as plus d'identité parce que ces gens, ils n'ont plus c'est trop facile pour eux maintenant. Il y a tellement de pognon, qui se font tellement de pognon, ils n'ont plus besoin de s'élever au-dessus d'eux-mêmes. Parce que ce que tu as dit tout à l'heure sur l'identité est devenu un problème psychiatrique, c'est que si tu veux, pour faire atteindre le beau, le sublime, il faut penser contre soi. C'est comme quand tu vas à la salle de sport. Si tu dis pas, je dois refaire mes muscles, si tu ne te trouves pas moche, tu ne vas pas devenir beau. Ces gens-là se trouvent les meilleurs au monde, quoi. Ouais, donc, ils ne vont pas penser contre eux. Ouais. Et plusieurs personnes me traitent de traître, de harki, d'arabe de service parce que je critique. On va y venir, ça, on va y venir. Mais ce qu'on m'a appris, moi, tout jeune, à penser contre moi. Et c'est comme ça que tu avances. Parce que si tu dis je suis le merveilleux, quand tu fais bon, je veux pas avancer sur la question, mais tu parlais de la médiocrité ambiante. Et tu disais que le système voulait que tout le monde soit bête, les identitaires, enfin certains, pas tous, mais tout le monde soit hystérisé. Bien sûr. Les islamistes, tout ça. Mais ils en ont besoin. Parce que si tu veux, à quoi c'est réduit la politique aujourd'hui? Tu n'as plus de lutte des classes. Tu n'as plus de souveraineté, c'est-à-dire que tu n'as plus d'indépendance. Parce que la souveraineté, c'est le vrai mot, c'est l'indépendant. On n'est plus indépendant. D'accord. Donc, à quoi c'est réduit la politique? C'est au nombrilisme. Pour garder ton nombril toute la journée, il faut que tu sois extrêmement bête. Donc, ils ont pris en compte, ils ont pris le contrôle des. Tu vois, ils ont pris le contrôle des LGBT au point où LGBT aujourd'hui défend l'islamiste. Tu te dis, c'est pas possible. Ils ont pris le contrôle du féministe au point où la femme te dit, moi je suis féministe et islamiste. Tu te dis, mais. Ils ont pris le contrôle du mouvement noir pour que le noir défende l'arabe parce que l'arabe, lui, il a transformé le noir en esclave, il l'a castré, contrairement au blanc. Tu vois, donc normalement, moi, si j'étais petit-fils d'esclave, j'aurais plus de rancœur vis-à-vis d'un Marocain comme moi que d'un Français. Faut pas déconner, il faut être sérieux. Et si tu veux, mais pour que ça tienne, cette intersectionnalité qui nous gouverne, parce que nous sommes gouvernés par la bourgeoisie alliée à ces lobbies-là, il faut que tout le monde soit bête. Parce que si le type pense, il dit, mais moi, je n'ai rien à voir avec un islamiste. Je veux dire, si une femme réfléchit, elle ne peut pas être intersectionnelle. Elle ne peut pas. Tu vois, et le problème, c'est que tout le monde s'est tellement abruti, comme tu dis, qu'on a oublié qu'on accepte des alliances contre nature. Je veux dire, depuis quand un ouvrier va défendre, tu te rends compte, un ouvrier défend aujourd'hui Greta. Enfin, on veut nous faire croire qu'un ouvrier a la même cause que Greta, qui est une bourgeoise. Le climat, c'est une cause bourgeoise. Bien évidemment que le climat est important, mais aujourd'hui, tel que c'est vendu, c'est une cause bourgeoise. Depuis quand l'ouvrier manifeste avec son patron? Jamais. Ben, on a abruti l'ouvrier. Et tu vois, c'est tout à fait ça. L'époque a besoin d'abrutir tout le monde, d'où peut-être la ruine de l'éducation. Je veux dire, tu peux plus faire une éducation qui fabrique des élites, des vraies élites, parce que le système va s'effondrer. Je veux dire, je te dis ici à Sao Paulo, par exemple, si tu veux, tu n'arrives plus à te loger. Tu as des prix de malade de l'immobilier. Et tu discutes avec la classe moyenne qui est la première à parce que les pauvres, ils ne se logeaient jamais. Les pauvres étaient dans les favelas. Donc pour eux, c'est business as usual.
Tu vois, maintenant, c'est la classe moyenne qui n'arrive plus à se loger. Et tu parles aux classes moyennes, les mecs, qu'est-ce qu'ils te disent? Ben non, il n'y a pas de problème. Mon problème, c'est le Covid. Mon problème, c'est l'identité LGBT, l'antiracisme. Mais tu dis, mais mon gars, tu n'arrives pas à te loger. Et la seule explication, c'est que les mecs ont été abrutis. On a abruti. Et l'abrutissement est très bien dissimulé par les entreprises. C'est-à-dire qu'en entreprise aujourd'hui, on te donne des béquilles. On te donne des béquilles. C'est-à-dire c'est le CRM, c'est les processus. On te met dans une espèce de hyper spécialisation. Le comptable n'est que comptable. Le chef d'équipe n'est que chef d'équipe. Tu le sors de son plateau télé call center, il meurt de faim parce qu'il ne sait plus faire autre chose. Et les gens se sentent intelligents. Et ils se croient réalisés. Et ils font de l'argent, comme tu dis. Et donc, c'est un monde parfait, quoi. Ouais, si tu veux, non, c'est aussi ça que j'aime bien dans tes prises de position, c'est que ça se voit que tu es un mec réglo, c'est-à-dire que intellectuellement, il y a comment dire, ça suit, ça, c'est pas un problème. Mais si tu veux, tu mets les points sur les i, les barres au t, et ça, tout le monde le fait pas. Parce que, si tu veux, tout le monde vit dans la trouille. Or, le problème, tu vois, c'est que moi, je vais dire, on avait fait une vidéo avec mon ami Philippe Murer là-dessus, parce qu'on avait sur le Great Reset, etc. Bon, moi, j'ai dit, moi, je les ai rencontrés, les gens qui font ces trucs-là. Enfin, je les ai rencontrés. Quand vous êtes dans les instances européennes, ils passent toujours, vu que c'est là qu'ils habitent souvent. Eh ben, qu'est-ce que vous voyez? En réalité, tu vois, par exemple, moi, je ne serais pas surpris que, par exemple, un bouquin comme le Great Reset, en réalité, c'est un compte-rendu de discussion de bistrot dans l'un des bars sélects du Parlement, où t'as même plus d'alcool rare, parce qu'en plus, comme ils n'ont pas de goût et qu'ils ont des goûts de chiottes, tu leur fais une facture à un whisky bon marché, et toi, et de toute façon, et lui, il s'en fout, c'est le contribuable qui paye. Donc, si tu veux, tu vois, c'est des... si tu veux, et c'est là où tu vois, c'est là où ce sont des hybrides. Parce que, si tu veux, tu as eu deux types d'élites historiquement. L'élite, tu as eu, je parle d'élite fonctionnelle, je parle pas, les élites dégénérées, bon, elles sont dégénérées par l'argent, par le cul, par ce que tu veux. Certains, c'est les femmes. Aujourd'hui, c'est plutôt les petits garçons. Quand tu vois, voilà, bon. Mais par contre, objectivement, dans les élites fonctionnelles, tu as eu deux types de mecs. Tu as eu les princes machiavéliens et tu as eu les centurions. Très bien. Ouais. C'est-à-dire, tu as les princes barbares qui faisaient marcher tout le monde, même pas à la peur et à la violence, mais je dirais à la gloire et à l'effroi. Tu vois, c'est-à-dire, suivez-moi vers le haut, où je vous écraserai bien bas. Tu vois, c'est les oukas des empereurs de Chine, obéissez et tremblez. Or, si tu veux, ça c'est c'est ce que Max Weber appellerait les élites charismatiques. Et tu as, si tu veux, et tu avais tout le reste qui sont soit des élites situationnelles, c'est-à-dire des gens qui se sont retrouvés élites et qui sont en réalité des administrateurs. Ça, tu vois, c'est une bonne partie du parlementarisme français. Ouais, bien sûr. C'est pas des gens malsains, c'est des gens gris-souris, tu vois. Mais c'est pas des idéologues pour autant, tu vois. C'est pas des gens malsains, c'est des gens qui font tourner la machine au jour le jour. Et le reste, tu as vraiment les princes machiavéliens, c'est-à-dire des mecs qui, par leur conscience du bien public et la puissance de leur art politique, c'est De Gaulle, c'est Churchill, c'est Bismarck d'un certain côté, comment dire, c'est Disraeli en Angleterre, c'est Margaret Thatcher à sa manière. Tu vois, c'est ces gens qui sortent un peu du lot. Aujourd'hui, tu as des gens qui ajoutent les deux défauts
des élites dysfonctionnelles, c'est-à-dire contrairement aux princes charismatiques, ils sont lâches, ils sont faibles. Oui, bien sûr. Et de l'autre côté, ils sont cons et fiers d'être cons. Ah oui, c'est et c'est le mix des deux, tu vois, qui fait l'unicité de l'élite globale telle qu'elle est. Tu vois, oui, bien sûr. Tu vois, c'est, si tu veux, alors qu'en plus, quand tu vois les élites des pays émergents, tu vois, personne ne peut dire que Vladimir Poutine soit un faible ou soit un mec qui manque d'art politique. Xi Jinping est tout sauf un homme qui manque d'art politique. Bien sûr. Si tu veux, malheureusement, tu vois Biden, tu vois Macron, tu vois Merkel, c'est horrible à dire, mais c'est une maladie de blanc, quoi. En tout cas, là, je dis pas que les autres en ont pas. Je dis que ça se voit quand même beaucoup chez nous, quoi. Je sais pas disons que ce qui se passe, c'est que tu as, disons que si tu veux, il y a deux choses que je voudrais te dire. Ce que j'appelle moi le coup d'État des nains et des eunuques, c'est-à-dire que on a mis dehors les De Gaulle, parce que tu connais très bien, tu as des gens très bien aujourd'hui en France, dans l'armée ou dans l'entreprise mais ils sont expulsés Mon père, que j'admire beaucoup, il est décédé malheureusement, il m'a dit ça quand De Villepin a été exclu par Sarkozy. Il m'a dit les voyous ont gagné en France. Bon, je n'accuse pas Sarkozy d'être un voyou, mais je te recite ça. Tu as la mauvaise élite chasse la bonne. Donc tu as aujourd'hui, avec le Covid, le grid reset, même pas le Covid, tu as donné un pouvoir extraordinaire aux nains et aux eunuques. C'est-à-dire que les mecs, ils sont minables, ils sont pas bons, et en plus, ils veulent pas, ils ont pas de virilité. C'est-à-dire qu'on se couche devant Biden quand même, qui nous l'a fait à l'envers avec les sous-marins. Voilà. Donc c'est nains et eunuques. Et ce qui se passe aujourd'hui en Occident, c'est ce que j'ai vu moi dans le monde arabe, et ce que le monde arabe voit depuis des centaines d'années. C'est une machine à tuer les élites. C'est-à-dire que dès qu'un type est bon, on lui dit qu'il est fasciste et qu'il est rétrograde ou qu'il va nous mener à la guerre civile. C'est ce que nous faisons, nous, les musulmans, chez nous. Dès qu'un type est bon, on lui dit « tu n'es pas musulman ». Et on l'exile chez vous en France ou en Angleterre. Dès qu'un type nous dit « on va faire la révolution copernicienne qu'on n'a pas fait, on va réformer nos cerveaux, on va faire l'éducation », qu'est-ce qu'on le tue? Qu'est-ce qu'on lui dit? On le tue. Les Turcs ont tué pas mal de réformateurs musulmans quand ils étaient impérialistes. Nous disons maintenant « tu es un sioniste, tu n'es pas musulman, tu es un athée ». Ah ben voilà, c'est fini. Et ce qui se trouve aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tu as au Maghreb, comme en France, des élites qui commencent à se fabriquer de la même manière. C'est-à-dire que chez nous, maintenant, au Maghreb, tu as les militaires, barre de fraction, contrebandier d'essence et de drogue et tout ce que tu veux, et tu as en face, tu as les manias, tu as les oligarques. Je ne citerai pas de nom parce que je ne veux pas aller en tôle. Tu as les oligarques. Eh bien, en France, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu as des technocrates. Bon, ce n'est pas des militaires, c'est des technocrates que tu as vu à Bruxelles ou à Strasbourg. Les énarques dégénérés, pas tous, mais certains sont dégénérés. Et tu as les oligarques qui achètent les médias français qui te disent tu dois aimer un tel ou un tel. Quoi. Je veux dire, et c'est très grave parce que si vous, les Occidentaux, vous perdez votre fabrique des élites, qui est la méritocratie, un peu de virilité, vous allez devenir comme nous, les gens du sud de la Méditerranée, et on est cuit. Je veux dire, c'est fini, quoi. On sera gouverné demain par des Indonésiens ou des Chinois, ou des Russes, je ne sais pas. Et ce n'est pas qu'une maladie de blanc, ce que tu dis. Mais l'homme blanc est en train de baisser. Il est en train de copier des maladies du sud de la Méditerranée. Et là, c'est très grave pour tout le monde. Parce que moi, en tant qu'Africain et Arabe, je ne peux plus prendre la France ou le monde occidental comme exemple. Tu vois les élections américaines, qu'est-ce que tu veux que tu dises à un Ivoirien ou un Guinéen de Conakry qui te dit qu'il ne veut pas faire d'élection? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Quand tu vois les Américains qui bourrent les urnes, qu'est-ce que toi tu vas dire? Tu dis, ouais, c'est fini, quoi. Je veux dire. Et ça, c'est très, très grave. Le monde occidental a cessé d'être universaliste en 2020. Les élections américaines, volées à l'africaine, c'est honteux. Le Covid, qui a montré que la liberté, égalité, fraternité, droits de l'homme, c'était du vide, du vent, parce qu'on les a mis à la trappe dès qu'on a eu peur. Et troisièmement, je suis désolé, avec toute la folie trans LGBT, tu peux pas dire à un Africain, je ne vais même pas dire un musulman, qu'une fille peut devenir un garçon. Tu peux pas. Donc tu n'es plus audible. Donc le monde occidental ne veut plus être audible. C'est fini. Oui, ça, je suis entièrement d'accord avec toi.
pour revenir à toi, justement, cela, ça nous fait la transition parfaite. Si tu veux, c'est les mecs comme toi sont rares parce que, tu veux, toi, tu es marocain d'origine, tu es musulman. Oui, tout à fait. Et si tu veux, et tu n'es pas dolosif. C'est-à-dire, c'est pas toujours, c'est pas, tu vois, si tu veux, et ça, comment dire, moi, je vois un peu ça dans certaines diasporas africaines. Je pense à des grands frères de l'Afrique, je pense à des amis à moi comme Patrick Mbeko, par exemple, oui. qui disent aux Africains, écoutez, si vous voulez pas la chicotte, relevez la tête et vous verrez, il y aura plus la chicotte. Et si tu veux, ça m'a beaucoup impressionné parce que c'est quand même assez rare. Si tu veux, toi, tu pleurniches pas sur la condition maghrébine ou musulmane. Ça te vient d'où ça et ça doit te coûter cher parce que. Ouais, bon. Oui. De toute façon, ça me vient d'où? Ça me vient de deux choses. On m'a appris à penser contre moi dès le début. Parce que dès le début, mes parents m'ont dit, écoute, on est ce qu'on est, on ne va pas changer. Mes parents n'ont jamais voulu faire de moi français, ils ne se sont jamais sentis français. Par contre, ils ont dit, voilà, on va trouver le complément dans la civilisation française. Ce que tu ne trouves pas chez toi, on va te le chercher. Voilà. Et deuxièmement, moi, j'ai eu la chance de voir des grands hommes au Maroc. J'ai vu Hassan II, j'ai vécu mon adolescence sous lui. Dans ma famille, il y a eu des grands hommes et j'ai vu qu'il n'y avait pas de fatalité. On n'est pas... et j'ai vu comment les Marocains ont combattu Hassan II, les partis politiques. J'ai vu comment les hommes de ma famille qui étaient des honnêtes gens, travailleurs, des vrais leaders. Tu sais, le charisme, c'est divin, ça, c'est Dieu qui te fait. Des vrais leaders, des gens qui avaient de l'impact, pas des scribes. Et j'ai vu comment ils étaient combattus par la société. Donc tu dis, le problème, c'est pas la France, c'est pas Israël, c'est nous qui ne voulons pas nous transformer parce que c'est tellement facile de. Tu sais, moi, j'ai fait de la thérapie et je suis une tête dure, je suis un têtu. J'ai mis 5 ans, c'est-à-dire 5 ans, une session par semaine, à comprendre que le problème venait de moi. Pourquoi 5 ans. À comprendre que mes problèmes, mes souffrances venaient de moi. Que j'avais la clé pour me les changer en me transformant. 5 ans. Pour un peuple, il faut 5000 ans parfois. Parce que c'est très difficile de se remettre en cause. Et qu'est-ce que la thérapie? Qu'est-ce que la psychanalyse? C'est penser contre soi. Que te dit le type qui te met sur un divan? Il te dit, écoute, arrête de pleurnicher sur ta maman, ton papa, ton patron. Regarde-toi, tes traumatismes, tes pulsions. Qu'est-ce que tu veux? Nous, les gens du Maghreb, du Maroc, par exemple, nous ne savons pas ce que nous voulons. L'Africain, encore pire. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut être des musulmans? À ce moment-là, on arrête les déconneries, on arrête on arrête de travailler parce que si tu veux, nous sommes dans une économie qui ne peut pas fonctionner avec l'islam. Je veux dire, tu as le Ramadan. Je prends juste un exemple comme ça, juste pour aller vite. Tu as le Ramadan, c'est 30 jours de jeûne. Comment tu veux faire obliger quelqu'un qui travaille à la chaîne à jeûner? Comment tu veux faire comment tu veux gérer une économie moderne où tu es en compétition avec des Chinois si tu jeûnes 30 jours? Tu peux pas. Ta productivité, elle baisse. Comment tu veux gérer une économie qui produit quand tu tues, on tue 10 millions de moutons par an au Maroc pour une fête, la fête du mouton, la Eid Kbir. Donc tu dis, à un moment, nous on ne sait pas ce qu'on veut. Nous on veut le développement et on veut l'islam. Et personne ne veut, si tu veux, faire l'aggiornamento de dire qu'est-ce qu'on veut et payer le prix. Donc on pleurniche. Donc l'économie ne se développe pas. Je t'ai pris l'exemple comme ça de l'islam. Je ne dis pas que l'islam est la cause du développement, mais je te dis qu'à un moment donné, il faudra l'aménager si on veut. Bien sûr. Voilà. Si on vivait dans une économie des années 50 fermée sur elle-même, évidemment. Mais là, tu es en concurrence. Le petit Marocain est en concurrence avec le petit Chinois. Donc, à un moment, il faut tirer les conclusions. Soit on arrête la mondialisation, pourquoi pas, soit on se transforme. Bien, ça, si tu veux, c'est très difficile. Parce que, voilà. Donc, on préfère accuser les autres. Donc, voilà, ça me vient vraiment de ce que j'ai vu, parce que il n'y a pas de fatalité, mais ça coûte très cher de se. Oui, parce que si tu veux, parfois je me dis, je regarde des trucs que tu écris, je vois le manifeste que tu as fait là sur la diversité, je me dis,
je me dis, tu manques pas de courage. Parce que si tu veux, premièrement, il y a des gens à qui ça doit faire saigner les oreilles. Deuxièmement, bon, tu es marocain et tu vis en Amérique du Sud. Donc, si tu veux, ils ne viendront pas t'emmerder. Si tu veux, moi, je sais que, parce qu'on a des idées assez proches, j'écris un manifeste comme le tien. Si je le publie en France, j'ai un environnement légal qui peut tout à fait me tomber dessus. C'est incroyable. Ah oui, oui, oui. Bah, tu veux, la France est un pays où il y a 5 lois sur la liberté d'opinion. Les lois Pleven, Guesso, Taubira, Lelouch et Perben II. Aujourd'hui, là, depuis hier, il y a une commission spéciale contre le complotisme avec des gens. Alors, il y a un agent de Big Pharma dedans. Le mec, il arrive encore à nier le scandale du Mediator pour lequel les entreprises ont été condamnées et dans laquelle les entreprises ont reconnu leurs responsabilités. Donc, si tu veux, ça, c'est des agents de business. Tu as Gérard Bronner, qui est un sociologue qui, dès qu'il a un corps au pied ou dès qu'il a une crise d'herpès, c'est les complotistes qui lui ont mis. Et Rudi Reichstadt, qui est agent du Parti socialiste et qui, de formation, est musicologue. Donc, si tu veux, t'as Annette Vievorka qui, mis à part d'être la sœur de... bon. Et donc, si tu veux, tu vois, si tu veux, c'est très drôle d'ailleurs, parce que d'un côté, tu as un environnement qui, parce que tu es décentré, te permet d'avoir ces idées-là. Mais ça, il faut le reconnaître. Mais en même temps, c'est quand même vachement... Tu as des positions qui sont vachement courageuses, parce que tu pourrais dire, comme tout le monde, tu vois, j'ai mon petit frère qui est un peu proche, qui a des idées un peu parfois en accord avec les tiennes là-dessus, Idriss Aberkan. Oui. Qui c'est. Et si tu veux, tu vois, c'est une jeune génération de mecs, de mecs courageux parmi les Maghrébins que je vois. J'en croise plein dans les manifs quand je vais aux manifs contre les lois liberticides. Ouais. Et je suis assez... tu vois, moi, j'étais assez sceptique sur l'arrivée de ces gens-là. Je ne pensais pas qu'il y en aurait... et il y en a. Donc, moi, je suis plutôt... C'est pour ça que moi, je suis une partie de tes publications, si tu veux, que ce soit sur l'immigration, sur l'islam. Tu vois, par exemple, tu en avais écrit une, je voulais te faire réagir dessus, qui m'avait marqué. Parce que tu avais dit que les Arabes... alors, entre tu me corriges si ce n'est pas le texte exact. Hein. Tu avais dit, dans les grandes lignes, que les Maghrébins l'acceptent ou pas, la France est peut-être leur seul ami. Tu avais écrit ça. Bien sûr. Tu avais écrit ça il y a quelques mois. Est-ce que tu peux développer ça? Disons que le seul pays, peut-être pas le premier pays au monde à traiter les musulmans, les Maghrébins d'une manière digne, c'est la France. Je veux dire, les Maghrébins ne sont pas traités comme des êtres humains au Maghreb. Sont traités comme des sous-hommes. Il n'y a aucun pays maghrébin, musulman, peut-être à part les seuls musulmans qui sont bien traités par leur gouvernement sont les musulmans des Émirats, si tu veux, quand tu es né d'une famille émirati, mais là, on parle d'un conflit humain, je veux dire, au bout du Qatar, il y a combien de Qatar? Il y a 200 000. Eux, ils vivent bien. Mais tu prends la grande masse des musulmans, les Égyptiens, les Irakiens, les Syriens, Marocains, Algériens, Tunisiens, Libyens, même pas de l'Afrique. On est traités on est maltraités. Et en France, nous avons le droit d'accéder à des hôpitaux où on ne demande pas de payer, de mouiller la main de l'infirmier. Il faut voir ce que c'est qu'un hôpital marocain. C'est l'enfer sur terre. Tu as déjà, à l'entrée de l'hôpital, tu es dans la rue, moi j'ai vu ça, je l'ai vu. Tu as un type qui est mal habillé, qui est un gardien, donc c'est un agent privé. L'État lui-même te met un agent privé devant l'hôpital, un type pourri, avec une cicatrice ici de Rix, et il te dit, qu'est-ce que tu veux? À ton avis, qu'est-ce que tu viens foutre dans un hôpital? Qu'est-ce que tu veux? C'est ça le bonjour que te donne l'État marocain. Tu as des femmes qui passent la nuit devant l'hôpital, en terre d'islam, sur le trottoir, en attendant d'être admises.
On est dans un pays musulman, tu vois, c'est-à-dire une femme, normalement, hein, on ne dort pas sur un trottoir. Dans l'hôpital, tu as des choses qui sont hallucinantes. Ça, en France, on n'a pas ça. La France, elle soigne tout le monde, tu vois, elle éduque tout le monde, même les clandestins, ils ont droit à l'accès à l'éducation, quand même pas mal. En France, un musulman peut vraiment être musulman, c'est-à-dire qu'il peut dire tout ce qu'il veut. Tu vois, nous, chez nous, en Afrique, enfin, je parle du Maghreb, on a peur de parler. On a peur. On est plein de lignes rouges. Tu sais, en Maroc, même si je ne suis pas trop méchant sur la situation au Maroc, je ne suis pas trop critique, mais quand même, tu marches sur des œufs tout le temps. Parce qu'il y a plein de sujets tabous. En France, tu peux dire tout ce que tu veux. En France, tu peux être sunnite et te transformer demain en un chiite. Essaie de devenir chiite au Maroc ou en Arabie Saoudite. Essaie de le faire. Tu vois, tu peux être soufi, tu peux être… Attends, c'est magnifique. Tu peux être un musulman sécularisé, tu peux jeûner, ne pas jeûner. Tu peux faire ce que tu veux. Donc, et tu as le droit tu as le droit de vote. Tu as le droit à un gouvernement qui te respecte. Il faut voir ce que c'est qu'une police maghrébine. Il ne faut pas déconner. Un tribunal au Maghreb. Il faut voir le scandale que c'est. Le scandale sans nom. En France, tu vas chez nous, ça a bougé un petit peu, mais quand tu vas au tribunal au Maroc, tu as peur. Tu as peur. Pas de te faire torturer, mais de te faire enfumer. Les sentences, mais c'est ça le problème. C'est pire à la limite que la torture. Les sentences, c'est l'imprévisibilité de la loi. En France, je ne sais pas comment est devenue la France aujourd'hui, ce qu'elle est devenue, mais tu ne vas pas à la justice au tribunal en te disant je vais me faire entuber. En France, l'État, il est aveugle, c'est-à-dire qu'ils sont fous. Bon, j'exagère un peu, je sais que je ne suis pas idéaliste à 100%. L'État, il s'en fout de savoir tu es le fils de qui. Au Maroc, je parle du Maroc, tu as toujours besoin de savoir. La question que pose le Marocain. De moins en moins. Pour nous, de moins en moins. Mais malheureusement. Mais on commence à. Si tu veux, tu vois, ça, c'est drôle, ça me rappelle un truc comique que tu avais peut-être vu. Tu vois qui est Vincent Lapierre? Oui, le c'est un copain. Non, le journaliste. Le Vénézuélien. Il avait interviewé des gens sur le fait qu'on n'avait pas le droit de critiquer Macron, etc. Il y a un Africain qui lui dit, mais un afro-descendant, hein, le mec il s'est présenté, je ne me rappelle plus s'il était sénégalais, etc. Il dit non, ça va vous faire du bien parce que comme ça, tout le monde va fermer sa gueule. Et comme chez moi. Et lui, il dit on devient comme chez vous. Donc, tu vois, c'est de plus en plus le cas. Mais c'est vrai que maintenant, je comprends ton point de vue. C'est vrai que, si tu veux, on avait un grand régime de liberté. Ça, et vous avez une économie. Attends, le PIB de la région parisienne, c'est plus que le PIB du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, avec le pétrole algérien. Le PIB de la région parisienne. Donc, t'imagines, toi, tu arrives du bled, fils d'agriculteur. On te met dans un PIB comme ça, au cœur de l'Europe, mais c'est une bénédiction. Dans quel pays, quel musulman a le droit d'accéder, est né dans une économie aussi florissante, malgré tous les défauts? Ça, c'est une bénédiction. Donc, c'est là que je dis, je m'excuse d'avoir coupé. La France, c'est un pays islamophile. Il faut qu'on arrête de dire la France, l'ennemi de l'islam. Non, la France, c'est un pays islamophile. Un pays où les musulmans se reproduisent. Tu sais, un peuple qui n'est pas content, il ne se reproduit pas. Je veux dire, la démographie, elle est merveilleuse des musulmans de France. Il faut qu'on arrête de dire, bien sûr qu'il y a des problèmes. Mais trouve-moi un pays où il n'y a pas de problème, tu dirais bien. Oui, bien sûr. Mais et ça nous amène à tes points de vue à tes points de vue assez trash sur ce qu'on appelle la diversité. C'est le vivre ensemble. Parce que, si tu veux, toi, vu de ta fenêtre, comment se comportent les Maghrébins, les musulmans et d'un point de vue global, les immigrés en France, d'après ce que toi, tu observes? Bon, j'aime pas beaucoup essentialiser, mais on est obligé d'essentialiser parce que pour raisonner, voilà, il y a un fait de généralisation. Voilà. Évidemment, il y a autant, il y a énormément de nota bene et de notes de bas de page parce qu'il y a énormément de gens qui n'entrent pas dans les moules, mais il y a quand même des masses. Il y a quand même des masses, voilà. Donc, si tu veux, la masse aujourd'hui, elle est en train de former un peuple immigré en France. Ce que j'appelle un peuple immigré en France, c'est-à-dire un peuple qui n'est pas le peuple français. Aujourd'hui, la France se dirige vers une polarisation entre deux peuples.
un peuple de souche et un peuple immigré. Ce peuple immigré, il est formé de deux blocs. Tu as un bloc noir, africain, et tu as un bloc maghrébin. Parce que là, un maghrébin et un peu turc. Il y a d'autres diasporas. Tu as la diaspora chinoise, tu as la diaspora arménienne. Elles ne rentrent pas dans ce jeu-là. Mais tu as aujourd'hui l'émergence, la cristallisation de ce peuple immigré qui se définit par opposition au peuple de souche, qui est plutôt porté sur l'islam. Ils voient même les Africains qui sont animistes ou chrétiens ou sans religion, ils ne supportent pas, tu vois bien, ils ne supportent pas Mila, même si Mila a 10 000 défauts, ils ne supportent pas le blasphème. Ils admirent l'islam. Ils voient dans l'islam quelque chose de supérieur à la France et à eux-mêmes. C'est incroyable. Et ce peuple-là, il est très attiré par les États-Unis. C'est-à-dire que tu as une admiration du modèle américain, du modèle multiracial américain, qui est un modèle de la haine raciale. C'est-à-dire que ce peuple-là, il est prêt, il est à couteau tiré, il est prêt à la haine raciale. C'est-à-dire que lui, il voit dans Harlem, dans Black Lives Matter, il voit dans les ghettos américains, il voit dans cette haine raciale bilatérale quelque chose de désirable. Parce qu'il vient lui-même d'une civilisation qui est maghrébine en général, ou même africaine, qui est une civilisation de la haine raciale et de la concurrence raciale. Du ghetto. Il faut voir que nous avions le Maroc, avant l'arrivée de la France, était un pays de ghetto. Ça s'appelle le Mellah, les ghettos juifs. Donc, nous, la discrimination, nous la pratiquions. Tu sais, donc voilà. Donc tu as un peuple immigré qui est prêt à se séparer, qui est déjà imbibé de la diversité malheureuse, de la diversité conflictuelle. Tu as un peuple de souche qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Et ce peuple de souche, il est en concurrence avec le peuple immigré. C'est-à-dire que quand quelqu'un est né en France aujourd'hui, qu'il soit français de souche, un Celte ou un Gaulois si tu veux, ou un Maghrébin ou un Africain, de plus en plus, il doit se décider. Soit il s'assimile au peuple de souche, soit il s'assimile au peuple immigré. Ce qui fait que tu as des Français aujourd'hui, des Gaulois qui deviennent des immigrés chez eux. Tu les vois, hein, moi j'ai bien sûr. C'est incroyable. Et tu as des immigrés, des Maghrébins, des Africains qui s'assimilent au peuple de souche. Donc, ce n'est plus vraiment une histoire raciale, c'est une histoire de civilisation. Le problème avec les peuples, c'est que quand tu as un peuple, ça a le droit de disposer de lui-même. À un moment donné, ce peuple immigré, il va commencer à te dire, moi, je veux mon territoire, mes lois, mon PIB. Ça s'est passé partout. Je veux dire, c'est l'histoire du monde. Hein. Chaque peuple. C'est les Catalans. Que disent les Catalans aux Espagnols? Je veux mon territoire, ma police, mes impôts, ma langue. Que disent les Basques? Au nom de quoi, nous, on va dire à un peuple immigré en France, on ne va pas te donner ce qu'on a donné aux Basques et aux Catalans. On est à poil. C'est ce qui va nous arriver si nous n'agissons pas. C'est vraiment une histoire Nous sommes dans un moment nationaliste. Et ce moment nationaliste, il est dissimulé par la racaille qui impressionne, qui sidère. Il est dissimulé par les rappeurs, les médiocres, tous les clowns, les humoristes qui racontent n'importe quoi, les fous joueurs de foot, qui nous font croire, qui nous font mépriser ce peuple de souche. Parce qu'on dit c'est des voyous. Non, demain, tu auras des gens intelligents, des gens qui auront des bacs +5, qui auront fait Polytechnique et qui te diront, moi, je suis le candidat du peuple de souche, du peuple immigré. Et ils te diront, on va former un parti politique pour l'émancipation du peuple immigré, comme on a eu au Maroc le parti de l'Istiqlal, le parti d'indépendance. Tu auras un parti d'Istiqlal maintenant en France. Et tu auras un type, un noir ou un arabe, ultra francisé, si tu veux. Il aura fait Harvard, si tu veux. Il n'aura pas fait Polytechnique, il aura fait Harvard. Il aura été Young Leader. Il va te dire, mon gars, moi, je veux faire l'émancipation et mon modèle, c'est le modèle californien. Voilà. Et ça nous pend au nez dans 5 ou 10 ans. Ouais, si tu veux, là, ouais, ça m'apparaît vu comme ça. Alors, hypothèse, est-ce que tu penses sincèrement que, si tu veux, cette haine du peuple de souche va très longtemps maintenir ensemble un bloc maghrébin et un bloc africain, afro-descendant, qui, aux dernières nouvelles, avaient quand même du mal à se blairer? C'est une inconnue.
c'est une inconnue, mais je pense que ça peut continuer. Enfin, disons que tant que les Français n'ont pas compris à quelle sauce ils seront mangés, tant qu'ils n'ont pas compris ce qui se passe, ils continueront eux-mêmes à mettre dans le même sac les immigrés, parce que le maghrébin n'existe qu'en France. Moi, je ne connais pas le maghrébin. Je connais le marocain, l'algérien, le tunisien. Et dans le marocain, moi, je ne connais pas le marocain. Je connais le berbère, j'exagère un peu, le berbère, le fassi, l'arabe, le rifin, le sahraoui. Tu vois, chaque région a ses particularismes. Dans l'africain, moi, je ne connais pas l'africain. Moi, je connais le Peul, le Dogon, le Sérère. L'Ivoirien ne se connaît pas lui-même. Il y a 70 ethnies, ou je ne sais plus combien d'ethnies en Côte d'Ivoire. Il n'existe pas de Tchad. Et nous, en France, nous avons créé l'Africain, nous avons créé le Maghrébin. Donc, c'est nous qui par notre ignorance, nous les repoussons entre eux. Et c'est à la France, c'est aux amis de la France, qu'ils soient de souche ou immigrés, ce que j'appelle le peuple de branche, des immigrés assimilés, c'est à eux de combattre cette fusion qui va avoir lieu. Poussé par l'islam, poussé par l'amour, l'admiration des États-Unis. Et si on ne fait rien, ils vont parce que, comme on a dit tout à l'heure au début de l'interview, tout le monde est devenu bête. Même si tu veux, les subsahariens, ils ont oublié qui était leur bourreau. Ils ont oublié que les Arabes les ont transformés en esclavage. Il y avait un marché d'esclaves à Marrakech en 1912 où on vendait les petites noires. Ça, les subsahariens de France l'ont oublié. Donc, ils ne vont pas s'en rappeler tout seuls. Ce n'est pas les militants panafricains qui vont le rappeler. Ce n'est pas les lecteurs de France Fanon qui vont le rappeler. France Fanon est mort trop tôt pour s'en rendre compte, peut-être, ou pour en parler. C'est aux Français de branche de dire, ce que j'appelle dans mon livre, d'organiser l'impuissance du peuple immigré. Il faut qu'on organise son impuissance. Si tu veux, comment tu vois ça, dis-moi? Si tu veux, il faut qu'on recommence à faire de la politique. Il faut qu'on recommence à faire de la politique, c'est-à-dire qu'on reparte aux bases. Nous avons bien été rendus impuissants. Comment on a organisé notre impuissance, nous, le peuple, disons, de raisonnable? On nous a divisés. LGBT contre hétéros, les femmes contre les hommes, les jeunes contre les vieux, les villes contre… Voilà. Il faut qu'on divise le peuple immigré. Tu as déjà la clé, tu as l'antagonisme énorme entre Arabes et Noirs. Tu as vu ce qui s'est passé à Cergy. Le type, il est venu livrer une pizza et s'est fait traiter de tous les noms. En fait. C'est incroyable. Si tu veux, si tu parles de cet extrait immortel où, si tu veux, une pauvre dame à sa fenêtre, est une Africaine, se fait hurler dessus par un Maghrébin qui lui dit « on vous a vendu comme du maïs ». C'est sûr. Et d'autres joyeusetés que, par égard pour nos auditeurs qui retrouveront la vidéo sans mal, je ne vais pas le rappeler. Si tu veux, moi, je vais de temps en temps dans ces deux milieux-là, milieu afro-descendant et milieu maghrébin. La haine que porte une partie des Maghrébins pris au sens global, hein, parce que j'ai pas vu d'écart entre Algériens, Marocains et Tunisiens. Pour le subsaharien, si tu veux, en plus c'est un racisme d'une violence, si tu veux, que si tu veux, même pour le quorum des racistes français de souche, qui sont quand même un groupuscule de groupuscules de groupuscules, si tu veux, là on est dans un racisme primaire, viscéral, tribal, et c'est ce qui me fait dire que je suis pas certain que ça se termine toujours bien, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais aujourd'hui, si tu veux, ils sont tous d'accord pour être contre toi. Pour l'instant. C'est ça le problème. Pour l'instant. Et ils ont intérêt à être d'accord parce que la France n'arrête pas de récompenser ceux qui lui crachent dessus. Je veux dire, moi, si tu veux, je dois travailler pour payer mes factures. Ceux qui crachent sur la France, ils sont invités au plateau télé et ils sont reçus par Macron. Ils sont même ses amis. Je ne citerai pas des noms. Tu vois, comme tu me dis, comment on organise l'impuissance du peuple immigré, il faut que la France, d'abord, recommence à s'aimer elle-même. C'est-à-dire que, c'est parce que les gens, ils vont se rallier à une puissance. C'est comme ce qu'on disait l'autre fois en parlant de Galula. La population, n'importe laquelle, les Tchétchènes, les Arabes, les Français de souche, tout ça, tout le monde, les Marocains du Maroc, les Chinois, tout le monde a peur. Et nous avons besoin de protection.
tu te rallies au camp qui a une chance de gagner la guerre. Aujourd'hui, quand tu vis en France, tu vois que des flics se font lyncher, tu vois que des commissariats se font attaquer au mortier, eh bien, tu n'as pas envie de croire que les Français vont gagner la guerre. Ils ont une chance de l'emporter. Donc, si tu veux, déjà, le fait, si le Français change son comportement, tu verras, tu auras déjà des désertions de ce peuple immigré-là vers la France. Parce qu'on se rallie à une force. On ne se rallie pas au Titanic. Qui veut se rallier? Aujourd'hui, première chose. Donc, ça c'est très simple. Ça coûte que dalle. Appliquer les lois de la République, ça coûte que dalle. Normalement, ça devrait être appliqué. Tu vois, deuxième chose, tu as toute la partie de l'influence des médias. Aujourd'hui, qui parle aux immigrés en France? Qui leur parle? Qui leur parle? À part 2-3 rappeurs dont je ne citerai pas le nom pour ne pas avoir de procès. Qui leur parle aux immigrés? Personne. Parce que les immigrés, moi j'ai de la famille immigrée en France, moi je suis du peuple, illégaux, je ne donnerai pas les noms. Parce que même si je donnais les noms, Darmanin est un foutu d'expulser qui que ce soit. Mais je garderai les noms et les endroits. J'ai de la famille en France, même repris de justice, qui a fait de la tôle en France et que la France n'est pas capable d'expulser. Mais bon, ce n'est pas le problème de ma famille. Moi, j'ai coupé les ponts. Et c'est vous qui ne voulez pas couper les ponts avec les gens qui vous font du mal. Donc je te dis, cette famille-là, qu'est-ce qu'elle regarde? Quelle télé elle regarde? Je crois qu'elle regarde Ruquier et Salamé. Pour eux, ce sont des impudiques. Ce sont des gens… Et ma famille ne veut pas voir des hommes s'embrasser à la télévision. Qu'est-ce que regardent ces immigrés qui sont aujourd'hui chez vous en France? Ils regardent Al Jazeera. Ils regardent la télévision marocaine. Ils regardent la télévision, je ne sais pas moi, les canaux sur Internet. Ils sont sur un Facebook, sur une page qui n'est pas une page LGBT française athée. Et entre nous, je les comprends. Quand tu vois Mélenchon qui te dit que la France a tué le patriarcat, bah, c'est une mauvaise nouvelle. Moi, je préfère regarder un prêcheur saoudien ou irakien ou je ne sais pas quoi. Donc, il faut faire un pôle public destiné aux diasporas et qui parle les langues des diasporas. Il faut qu'on arrête de déconner, il faut qu'on arrête de croire que les immigrés parlent un français, enfin, j'exagère aussi, j'essentialise, un français châtié, ou qu'ils veulent voir Ruquier à la télévision, ou qu'ils veulent voir Salamé, ou… Non, ils ne veulent pas voir ça. Il faut qu'on leur fasse de l'AJ+, comme font les gens du Qatar. Ça coûte que dalle maintenant avec les boîtes de télévision, ça coûte que dalle. Moi, tu me donnes 50 millions d'euros par an, c'est rien. Je te fais ça parce que je crois que le France Télévisions coûte 2 milliards par an, un truc comme ça. C'est délirant. Je te fais ça. Il faut qu'on fasse des radios qui parlent en arabe, en wolof, en kabyle, en pashtoun, aux immigrés que tu as en France, qui ne vont pas ou qui ne peuvent pas s'assimiler, en tout cas pas tout de suite. Il faut qu'on arrête d'être angélique et paresseux. Il faut qu'on fasse de la contre-propagande. Parce qu'aujourd'hui, la France est submergée par une propagande qui la hait, qui la déteste, qui la détruit de l'intérieur. Je te parlais tout à l'heure, je te disais, moi, je connais pas de Marocain. Comment le Maroc s'est unifié? C'est très important, ça, pour que la France comprenne ce qui se passe. Le Maroc s'est unifié par le glaive, c'est-à-dire par le Makhzen, l'État central est présent partout. Il n'y a pas un crime au Maroc qui n'est pas combattu. Enfin, les crimes très importants, l'homicide, tout ça, il n'y a pas d'impunité. La justice est très sévère. Donc, tout le monde est impressionné. Toutes les communautés, les gens du Rif, les gens de la ville, tout le monde est impressionné. Tout le monde a peur de l'État. On peut critiquer. Tu as eu de l'éducation. Tu as un système éducatif qui raconte un roman national marocain qui est complètement bidouillé. Je vais dire, il est bidouillé. Mais il est incontournable. En France, aujourd'hui, il faut refaire l'éducation nationale pour qu'elle donne un roman national qui ne soit pas un roman national de la repentance. Comme je te dis, les petits immigrés, ils ne vont pas se rallier à un pays qui fait la repentance, à un pays de génocidaire. Donc, on leur dit que Pétain, tout ça, il faut qu'on arrête de parler de ça. Il faut qu'on leur réenchanter le roman national français. Qu'a fait le Maroc pour éviter les séparatismes? Comme tu sais, un séparatisme au Sahara et un séparatisme au Rif et ailleurs. Qu'a fait le Maroc? Au-delà de la force de l'État et de l'éducation, il a coopté des élites du Sahara et des élites du Rif. Pourquoi on ne coopte pas des élites venues de l'immigration? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on coopte? On coopte les rappeurs qui vous crachent dessus, on coopte les joueurs de foot. Il faut arrêter de déconner. Il faut qu'on coopte les immigrés assimilés ou assimilables qui veulent faire des startups, qui sont des avocats, qui sont des médecins. Tu vois, aujourd'hui, à Polytechnique, il y a plein de Marocains, plein de musulmans, Tunisiens, Algériens. Ils viennent d'où? Du Maroc. Pourquoi ils ne viennent pas de D'aulnay ou de Saint-Denis? Parce que nous ne voulons pas, nous avons organisé, par contre, l'abrutissement des peuples immigrés. Il faut qu'on organise par l'éducation nationale qui ne veut pas les pousser. Parce que quand même, qu'un fils de berger marocain
Aya Polytechnique du Maroc à 18 ans, il va faire prépa Louis le Grand et entre à Polytechnique. Et qu'un type, le même ADN, son cousin qui est qui est né en France, à Aulnay-sous-Bois, n'arrive même pas à aller au BEP, il y a un problème. Et ce problème-là, ça s'appelle en partie l'éducation nationale. Donc il faut que l'éducation nationale soit briefée pour détecter une élite méritocratique qui va couper l'herbe sous le pied des indigénistes et des islamistes qui nous emmerdent. On leur dit, écoute, nous ne sommes pas un pays raciste. C'est ce qu'a fait le Maroc avec les élites du Sahara, les élites du Rif. Et puis, tu as aussi un problème, tu as comment dirais-je, aujourd'hui, un Sahraoui se sent marocain, si tu veux, parce qu'il a intérêt à se sentir marocain. Aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt, si tu veux, à te rallier à la France. Parce que, si tu veux, tu es payé déjà. Tu es payé de toute façon. Que tu sois ennemi de la France ou pas, tu as accès à une espèce de misère acceptable par la CAF, les HLM, tout ça. Il faut qu'on arrive à créer ce que j'appelle un bonus assimilation. On ne va pas assimiler tout le monde. Là, on pourra en parler. On ne peut pas assimiler tout le monde. Mais il faut qu'on arrive à ce que l'assimilation soit vue comme une véritable chance. Ce n'est pas l'immigration qui est une chance, ça c'est des conneries. Ce qui est une chance, c'est l'assimilation. Et c'est comme ça que tu organises l'impuissance de ce peuple. Parce qu'aujourd'hui, il attire ce peuple immigré. Il faut qu'il dissuade. Il faut que rejoindre le peuple de souche soit quelque chose de vécu positivement. Et on pourrait en parler, mais aussi, tu as l'aspect de l'islam. Il faut qu'on arrête de croire qu'on va combattre l'islam avec la laïcité. C'est une foutaise. La laïcité a été castrée. Le jour où on a tué Samuel Paty, c'est fini. C'est fini. L'islam ne se combat pas avec des théories comme ça faibles. L'islam est une puissance. C'est plus dangereux que la Chine. La Chine, on peut toujours régler le problème. Ils sont à quoi, à 10 000 kilomètres. Ils pensent comme nous. Ils veulent devenir riches. Le problème de l'islam, c'est pas ça. C'est autre chose. Et l'islam aujourd'hui, il ne trouve pas d'ennemis contre lui en France. L'islam, je veux dire, dans sa composante radicale. Hein, pas tous les musulmans sont pareils. Et nous, on dit la laïcité, mais la laïcité, elle est incarnée par qui en France? Par des profs qui sont dévirilisés, qui ont peur et qui ne sont même plus pro-français dans un certain nombre de cas. Donc, il faut faire des contre-feux en France. Les contre-feux, il y a aujourd'hui des sectes musulmanes extrêmement intéressantes d'un point de vue politique et qui ne combattent pas la France. Tu prends les mourides du Sénégal, les Tijanis du Sénégal. Ce ne sont pas des progressistes, ce ne sont pas des laïcs. Mais ce sont des gens qui ne combattent pas la France. Ce sont des gens qui veulent faire du pognon. Ce sont des gens qui sont dans le mysticisme. Ils sont dans les prières, dans les chants. C'est du soufisme. Pourquoi ne pas les jeter dans les pattes des frères musulmans? Parce que tu as aujourd'hui des Noirs en France qui sont musulmans. Nous les avons, par notre bêtise, nous les avons livrés aux frères musulmans, qui sont en train de les rendre des musulmans islamistes anti-français. Moi, je dis, au lieu de croire que la laïcité va combattre les frères musulmans, je dis, laissons les mourides, les tijanis, capter une partie de cette jeunesse-là qui ne veut pas s'assimiler ou qui ne peut pas s'assimiler, ou qui cherche tout simplement une spiritualité qui ne soit pas catholique. Et au moins, il vaut mieux qu'il soit géré par les tijanis et les mourides qu'il soit géré par les frères musulmans. Tu vois? Et c'est comme ça que tu vas organiser. Il faut diviser pour mieux régner. Parce qu'aujourd'hui, dans le peuple immigré, tu as une énergie, une révolte contre la France, une révolte contre soi. Ces immigrés-là ne veulent pas, ils savent qu'ils sont en train de trahir. Ils sont en train de trahir leur vocation. Leur vocation, c'est de devenir français ou de repartir. Au fond, c'est ça. Le malaise identitaire des immigrés, pas de tous évidemment, j'insiste, c'est un malaise du traître. Parce qu'ils ont un choix très simple. Soit tu deviens français de souche, donc tu t'appelles Jean-Pierre et tu bois ton pastis au zinc, et tu travailles, comme on fait tout le monde. Ça, Zemmour, on parle très bien. Soit tu repars chez toi, au Maroc, ou en Algérie, en Tunisie, au Sénégal. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas repartir au bled, parce que le bled est un enfer. Il n'y a pas de place au Maroc pour les immigrés. Il n'y a pas de place au Sénégal pour les Sénégalais de France. Parce que les économies sont déjà mises en coupe réglée par les élites locales. Les économies sont petites, minuscules. Il n'y a pas de place. Il y a déjà des oligarchies. En Algérie, je t'en parle même pas. Hein. Tu veux même pas. Les militaires ont tout pris pour eux. Donc, et ces gens-là, ils n'ont pas le choix. Et en France, ils ne veulent pas s'intégrer parce qu'ils ne peuvent pas, ou ils croient que ils
Ils croient que c'est mal. Enfin bon. Donc, si tu veux, ils savent qu'ils sont dans un entre-deux. Ils ont le cul entre deux chaises. D'où leur révolte. Parce que c'est toujours la faute aux autres. Au lieu de dire, moi, j'ai trahi ma vocation, qui est de devenir français ou de repartir chez moi, ou d'aller à Dubaï. Si tu veux pas de problème identitaire, tu vas à Dubaï. Et là, tu vis comme un musulman tranquille. Ou tu vas aux États-Unis, tu vas en Californie. En Californie, on ne veut pas assimiler les immigrés. Il n'y a pas de problème. Au lieu de faire ce travail-là, ils restent entre deux chaises et ils disent, voilà, c'est la faute aux Français, c'est je ne sais pas quoi. Et donc ça, il faut qu'on comprenne cette énergie-là. C'est ça l'énergie qu'il y a dans cette communauté-là. C'est une espèce de sentiment de culpabilité contre soi. Ils n'ont pas voulu faire le job, leur vocation de leur génération. Et le malaise est là. Donc, parce qu'ils ne profitent ni de la France, ni de l'assimilation, ni du Maghreb, ni de Dubaï, ni des États-Unis. Donc, ils sont perdants, sont des losers. Ils sont perdants sur les deux tableaux. Et donc, ça crée de la rage. Parce que personne, comme je te dis, hein, moi, j'ai mis 5 ans à comprendre en thérapie, en psychanalyse, que c'était moi le problème, pas mon père, ni ma mère, ni le système. C'est moi le problème. Donc, ces gens-là, au lieu de dire c'est nous le problème, c'est nous qui avons déconné, qui avons fait des mauvais choix de vie, ils vous renvoient ça à vous. Et les islamistes, les indigénistes, le séparatisme le prend et surfe dessus. Les islamistes n'ont même pas besoin de faire une campagne électorale. Ils surfent sur ça. Et donc, si tu veux, il faut… si tu veux, j'ai perdu le fil. Il faut que tu as… comment dirais-je? Il faut que tu… Voilà, cette révolte-là qui existe et qui ne dépend pas de toi ni de moi. Parce que si la personne ne veut pas changer, se prendre en main, ce n'est pas la faute de la France. C'est sa faute à elle. Ben, il vaut mieux la confier aux Mourides ou Tijani, je prends un exemple comme ça, à des gens qui gèrent la révolte. Tu sais, c'est comme le Parti communiste en France. Il a géré la révolte des ouvriers dans des espèces dans une contre-société avec leur ASPTT, tu sais, les associations, les clubs de foot et tout ça. Ça a permis de garder le calme jusqu'à la fin du Parti communiste. Donc, soit tu confies cette révolte-là en partie à cet islam-là qui n'est pas laïque, mais qui a le mérite de ne pas être anti-français et d'être pacifiste, soit tu la laisses comme ça disponible aux gens malins, et les islamistes sont malins, qui vont la servir contre toi. Tu vois, c'est une véritable révolution. Et il faut qu'on parte des émotions des gens. Comme les Français d'aujourd'hui ont peur de disparaître, ils ont peur de devenir, d'être remplacés chez eux, il faut comprendre qu'en face, il y a une peur aussi, il y a une rage, et elle vient de de ce cul entre deux chaises. Donc, par exemple, toi, si je te dis remigration, tu n'es pas choqué? Non, du tout. Mais attention. On va. T'en fais pas. On va y venir. Mais le terme ne te choque pas. Bah, il y a bien eu la remigration des pieds noirs d'Algérie vers la France. Voilà. Donc, alors, dans ma bouche, à moi, en tant que souverainiste, qu'on se comprenne bien. Moi, si tu veux, je pense que tous ceux qui veulent faire, ils sont assez peu nombreux, ils s'excitent en ce moment beaucoup, qui veulent faire une remigration, disons, brutale. Premièrement, ils ne se rendent pas compte que, les Français ne laisseront jamais faire ça. Bien sûr, tu as raison. Les Français ne sont pas un peuple c'est pas un peuple de pogroms, c'est pas un peuple d'assassins, les Français. Si tu veux, il y a des peuples d'assassins en Europe, j'en connais quelques-uns. Mais le peuple français, pas du tout. Donc, si tu veux, ils ne le feront jamais. Deuxièmement, il y a une chose qui est assez simple, c'est qu'en France, le racisme de peau, ce que Maurras appelait pour le condamner, je dis ça pour ceux qui pensent que Maurras est un nazi, alors que Maurras était, comme tout honnête homme, au minimum germanophobe. Et le problème, si tu veux, c'est que le racisme de peau, tel que Maurras le disait, pour le condamner, je le maintiens, n'est jamais passé en France. Pourquoi ? Oui, bien sûr, tu as raison, bien sûr. Parce que, si tu veux, les Antilles sont françaises avant Nice. Donc, c'est comme ça. Bien sûr. Si tu veux, tu as des gens qui plaquent des fantasmes identitaires. Je vais te donner un exemple. Moi, un qui me fait beaucoup rire, c'est le fantasme hongrois. Parce que la Hongrie, c'est un pays sous-ottoman, ce qu'on oublie. C'est un peuple touran, comme les Mongols et comme les Turcs, et on en fait des symboles de l'européanité, ça hurlait de rire. Or,
Le problème, c'est que... Tu vas te faire beaucoup d'amis. Hein. Ah non, mais là, pour le coup, je vais dire, moi, tu sais, pour moi, une partie du nationalisme français est polluée depuis très longtemps par des gens qui sont des agents étrangers, qui sont des agents soit américains, soit allemands, soit principalement de ces deux-là, mais qui sont des reliquats de la collaboration et qui auraient dû être purgés depuis longtemps, donc je le maintiens. Deuxièmement, ce sont des gens ce sont des sous-Tariq Ramadan. Je m'explique. Ce sont des sous-Tariq Ramadan pour deux raisons. Une, pour faire rire nos auditeurs, c'est qu'au moins Tariq Ramadan était beaucoup de choses, mais certainement pas un homme en détresse sexuelle. Parce qu'a priori, il n'avait pas trop de mal à meubler son lit. D'ailleurs, ça lui a coûté quelques ennuis. Alors que les nôtres ont un petit manque à ce niveau-là qui les rend un peu si tu veux, un peu caractériel. Et deuxièmement, si tu veux... Ah non, mais si tu veux, tu as été tellement honnête vis-à-vis de gens qui ont des liens de parenté avec toi. Si tu veux, moi, je ne vais pas dire... Comme disait Hassan II, qui pour moi est un grand homme, Hassan II, un jour, avait... je ne me rappelle plus, je crois que c'est Anne Sinclair, mais j'en suis pas sûr. Il avait recadré un journaliste ou une journaliste droit de l'hommiste française en disant « Je vous remercie, mais je connais la merde de mon pays ». Et tout le monde... Et Hassan II, Dieu sait que c'était un homme qui parlait un français châtié et que c'était un homme, comme il le disait lui-même en rappelant... il adorait cette phrase qu'il rappelait souvent, le style c'est l'homme et Dieu sait que c'était un homme qui avait du style. Or, si tu veux, je connais aussi la mère de chez moi. Or, premièrement, tu as ça, et deuxièmement, c'est des sous-Tariq Ramadan parce que et je dis bien sous-Tariq Ramadan parce que Tariq Ramadan a plus qu'une fausse culture de ce qu'est l'islam. Il a une culture orientée de ce qu'est l'islam. Il a une culture orientée de ce qu'est l'arabité. Mais c'est pas un idiot. Alors que nous avons de plus en plus d'identitaires qui, si tu veux, ont une connaissance de leur histoire, de leurs trucs, etc., qui sont, si tu veux, totalement fragmentaires quand ce n'est pas tout simplement de la mythomanie. Or, quand on connaît le peuple français jamais, jamais, jamais ne se jettera sur les gens par rapport à leur naissance. Déjà aussi, il faut jamais oublier, le peuple français, c'est un peuple paysan. Donc c'est un peuple, si tu veux, qui s'est fait par le travail. Et si tu veux, il ne faut pas oublier que la France n'a jamais eu de complexe de peuple élu ou de race supérieure. La France était fille aînée de l'Église, ce qui est totalement différent. Or, si tu veux, les Français n'en voudront jamais à quelqu'un pour ce qu'il est. Les Français, par contre, accepteront, et avec la dernière des violences, que tu sanctionnes un homme pour ce qu'il a fait. Oui. Nuance. Tout à fait. Et c'est là où il faut des critères. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait des critères. Premièrement, que jamais on renverrait tout le monde parce qu'il faut arrêter de se gaver avec des discussions d'alcooliques de bistrot. Mais que moi, tu sais, j'ai été l'un des premiers souverainistes à accepter le débat sur la remigration. Parce que je pense que un mec qui ne parle que du bled en permanence, bien sûr. qui pourrit l'ambiance, bien sûr, qui est malhonnête ici et qui est malheureux en plus. Oui, malheureux. Et qui est malheureux, parce qu'il faut prendre ça en compte. Si pour lui, la France est une prison et que, mis à part faire chier tout le monde, il n'a rien à y faire, moi, je lui dis, le plus simple, mon ami, c'est que je t'aide à partir parce que... mais attention, ça, il faut être honnête, ça a un double sens. Moi, je veux bien qu'ils redeviennent des hommes dans leur pays, à une condition, c'est que moi, je fasse redevenir des hommes les miens chez eux. Ah bah ça, c'est... Tu comprends le problème, tu vois. Et c'est là où il faut voir le problème complètement. Je vais te donner un exemple. Moi, je connais, comme universitaire, très bien la fin de l'Algérie française. Pourquoi ? Parce que je suis un gaulliste. Donc, à un moment, je suis allé voir les attaques contre De Gaulle sur les harkis, etc. Bon, 80%, c'est du mytho, c'est du bidon.
C'est des choses qu'on ne veut pas dire. Tu vois, par exemple, il y a une chose qu'on ne veut pas dire, c'est que plus de 90% des harkis restés en Algérie, il ne leur est rien arrivé. Sauf, tu as eu 10%, ça s'est très mal passé. Ils ont été massacrés, tout ce que tu veux. Ça, c'est vrai. Mais ils ont été massacrés dans 2 zones principales qui sont Alger et Oran. Je ne savais pas. Toi, tu m'apprends plein de choses. Si tu veux. Et pourquoi Alger et Oran? Parce que pendant plus d'1 an et demi, avant la fin de la guerre d'Algérie, l'OAS massacre les civils dans ces 2 villes-là. Oui, bien sûr. Tu vois, ils font ce qu'on appelle les journées anti-Fatma. Par exemple, ils mettent des balles dans la tête des femmes de ménage. Excuse-moi, c'est pas glorieux. Tu vois, de buter une pauvre femme avec son seau et sa balayette d'une balle dans la tête et de penser que c'est un acte militaire, je le dis sincèrement, ça ne vaut pas plus que les petites ordures du Bataclan qu'on est en train de juger. Ça ne vaut pas plus. Or, le problème, c'est que la plupart... Alors, et comment on le sait? On le sait parce que l'État algérien comptabilise les harkis, leurs enfants et leurs petits-enfants jusqu'à aujourd'hui. Donc, tu as eu je crois que l'historien s'appelle Pierre Daumier, je crois, qui a écrit le dernier tabou sur les harkis restant en Algérie. Et de quoi tu te rends compte? C'est que la plupart, il n'aurait pas arrivé, ils n'ont pas été persécutés, ils ont été surveillés, ça c'est très vrai, mais pour une fois, toi qui les connais, ça va te faire sourire, pour une fois, on peut dire que l'État algérien fait dans la dentelle. C'est pas fréquent, c'est pas fréquent, mais tu vois, en tant que gaulliste, j'ai bien vu la fin de la guerre d'Algérie. C'était quoi le problème de la fin de la guerre d'Algérie? C'est qu'une partie des colons voulaient le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'ils voulaient le lien de domesticité de l'arabe, de ce qu'eux appelaient les arabes. Alors, c'était des berbères ethniquement, mais peu importe. Enfin, peu importe, non, mais pour eux, ils appelaient ça les arabes. Donc, pour eux, c'est les arabes. Et ils voulaient le lien de domesticité. Et en même temps, si tu veux, ne pas leur donner des droits. Et donc, si tu veux, tu comprends qu'à un moment, c'était pas tenable. Je ne dis pas que le FLN ne voulait pas les massacrer. Le FLN le voulait, mais le FLN n'est pas la seule composante du nationalisme algérien. Tout à fait. Il y avait les hommes du MLA, il y avait le Parti libéral algérien, il y avait beaucoup de choses. Le Parti libéral algérien, tous ses membres ont été assassinés par l'OAS quasiment. Oui. Bon. Les hommes du MLA, ils ont été massacrés par le FLN. Bon. Donc, et après, comme tu le sais, le FLN extérieur tue le FLN intérieur à l'arrivée. Bon. Bien sûr. Or, le problème, si tu veux, c'est que tu peux pas voir le beurre et l'argent du beurre. Donc moi, si tu veux, c'est ce que je dis. Remigration, oui, mais à une condition. C'est qu'il y ait des Français qu'on paye correctement, parce que s'ils n'ont pas voulu faire ces boulots, c'est pas parce qu'ils sont feignants, c'est qu'on les paye correctement pour faire les travaux de merde, parce que, moi je suis désolé, j'arpente les villes la nuit. Qu'est-ce que je vois dans les boutiques qui sont en train d'être nettoyées sur les coups de 3 heures du matin? Des mamas africaines qui font leur boulot, qui font des boulots de merde et qu'on sous-paye et on est content. Donc, tu vois, si tu veux, c'est les deux côtés de la problématique de la remigration. Est-ce que, tu vois, formulé comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Tu vois que c'est pas tu vois que c'est pas du tout agressif, ce que je dis. Non, comme tu le dis, le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui s'excitent sur la remigration sans être capables de payer le prix. Parce que la remigration, il y en a une. Les Espagnols l'ont fait en 1610. Ils ont chassé les moriscos, les moros et les mudejas. C'est-à-dire ils ont chassé les Arabes d'Espagne, qu'ils soient musulmans ou catholiques, ou convertis au catholicisme. Ça a coûté très cher. D'ailleurs, c'était un crime contre l'humanité parce que c'était les premiers boat people. Ils les ont jetés dans la Méditerranée. Nos amis pirates marocains et algériens en ont profité pour le rouvrir. Oh putain. Pour prendre comment dirais-je, les bijoux, parce que les femmes, tu sais, oui, bien sûr. Voilà. Donc, ça me fait penser à la grand-mère de mon épouse. Elle a fui l'Europe en 28-29, avant le nazisme. Et elle avait emporté rien du tout. Elle avait emporté ses bijoux. Elle les avait mis dans sa fourrure. Même au Brésil, elle portait une fourrure à 40 degrés à l'ombre parce que c'était sa seule
Ce sont l'argent. Donc voilà. Donc la remigration, il faut des mecs pour l'assurer. Ça va être sanglant dans le sens où c'est présenté par certains gens du camp national. Cette remigration-là que tu as expliqué, évidemment, elle aura lieu d'autant plus quand la France redeviendra la France. Aujourd'hui, les gens ne remigrent pas parce qu'ils sont dans leur zone de confort. Bien sûr. La civilisation musulmane, maghrébine, j'aime pas dire musulman parce qu'un Marocain n'a rien à voir avec un Irakien déjà, tout à fait, avec un Iranien, donc déjà, et encore un Indonésien. On est entièrement d'accord. Donc, je dis maghrébine, elle a fait bon coup en venant en France parce que les gens n'ont pas changé, ils sont restés les mêmes dans leur délire, leur bêtise et leur qualité. Parce qu'il n'y a pas que des défauts au Maghreb. Et ils reçoivent le PIB français parce qu'ils participent à l'économie française, légalement ou illégalement, peu importe. Ils reçoivent la CAF et ils sont logés. Les mecs, ils ne vont jamais partir parce qu'au Maroc, les mêmes mourraient de faim. Il faut voir ce que c'est que l'économie marocaine. Tu vois, je veux dire, ou algérienne ou tunisienne. Donc, si tu veux, pour que les gens partent, si tu veux te débarrasser des gens qui t'emmerdent, il faut que tu dises, en France, tu as la question du voile, tu as la question de la violence. Tu dis juste en France, les mecs, ce n'est pas un pays où on résout les problèmes par la violence. Déjà, tu vas te débarrasser de pas mal de gens. Et enfin, tu dis la question de l'économie. L'économie française, et ça c'est très, il faut le dire et le répéter, européenne en général, de l'Ouest, elle est shootée comme un drogué au crack. Elle est shootée au travail informel. Tu vois les restaurants parisiens. Tu vois la collecte des… Je suis désolé de voir en Espagne, la collecte des fraises est donnée à des Marocaines. Chaque année, les Espagnols emmènent 40 000 Marocaines du Maroc. On emmène les femmes parce qu'elles sont plus méticuleuses que les hommes, je ne sais pas pourquoi, mais bon, peu importe. Et peut-être qu'elles s'enfuient moins. Elles doivent avoir des enfants au Maroc, donc on préfère les emmener elles, parce que les hommes devraient peut-être s'enfuir et déserter. Et pourquoi les Espagnols ne font pas ça? Parce que tu as une partie du capitalisme qui est devenue pourrie et qui a besoin de la main-d'œuvre illégale pour tourner. C'est pas normal. Et je préfère, comme font on se fout de la gueule des Britanniques qui ont une pénurie de camionneurs. Mais je dis chapeau aux Britanniques. Chapeau, oui. C'est le prix de la liberté. Moi, je m'en fous d'avoir du kiwi dans mon supermarché. Je préfère être libre. Donc, qu'il y ait une panne, une transition d'un an ou deux, le temps de former des routiers britanniques, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je préfère avoir ce problème-là. Je préfère avoir une pénurie d'essence qu'une guerre civile. Donc, effectivement, il faut préparer ces choses-là. Et malheureusement, les gens, ils ne veulent pas le… Parfois, ils sautent les étapes. Et tu dis, le peuple français est un peu plus humaniste. C'est un peu plus humaniste. Et j'ai trouvé… Alors là, je le pense franchement, oui. Mais c'est vrai, c'est un peu plus humaniste. Attends, tu ferais le 10e aux Marocains de ce que subissent les Français aujourd'hui, mais tu aurais la remigration au Maroc, mais le port de Casablanca, l'eau, elle aurait été devenue rouge, je vais dire. On aurait mis les gens dans l'eau, pas déconner. Après le Bataclan, il n'y a pas eu de pogrom en France après le Bataclan. T'as pas eu c'est énorme. C'est-à-dire, enfin bon, tu sais ce qui s'est passé au Bataclan. D'accord. Là, je vais faire un peu mon militant politique. J'ai trouvé ignoble les paroles de Mélenchon que j'apprécie beaucoup parce que c'est un des rares politiciens qui a encore un peu de culture. Il y a de la culture, pas un peu, il y a de la culture. Oui, et puis c'est un vrai politicien, c'est-à-dire qu'il travaille le discours. Il est de mauvaise foi, mais c'est ça la politique. Et on n'a plus des comme ça. Parce que lui, il a encore échappé, il est d'une génération où l'école était encore l'école. On fabriquait des hommes et pas des barbares. Il a été ignoble en disant que Zemmour voulait expulser les musulmans. Ignoble. Oui, parce que la France ne peut pas expulser les musulmans comme on déporte les gens comme ça. La France, c'est pas ça. Le peuple français, c'est pas ça. Et les musulmans n'appartiennent à personne. Il y a aujourd'hui ce que j'appelle le drame de l'immigration. Les musulmans de France sont, pour une certaine partie de la classe politique, un bétail qui est utilisé pour arriver au pouvoir. Ce sont un bouclier humain. Mélenchon prétend utiliser les musulmans de France comme un bouclier humain pour lui arriver au pouvoir ou continuer à rester dans les palais de la République. Eh bien, ce traitement-là, qui est un traitement ignoble, est le même que subissent les musulmans au Maghreb. Au Maghreb aussi, les musulmans sont un bétail, au service d'élites pourries. Je veux dire, à quoi sert la jeunesse maghrébine? Soit à voter pour élire des gens qui maintiennent les pays du Maghreb dans le sous-développement, soit à se jeter à la mer pour aller venir en Europe, de mendier, prendre les allocations et quand elle est naturalisée, elle va voter pour le PS ou Macron. Attends, mais c'est du bétail. Nous sommes réduits à du bétail.
Et ça, c'est un crime. Alors, ça n'existe pas dans le code pénal, mais c'est un crime. Je veux dire, à quoi ça sert cette immigration si tu transportes des victimes du sud vers le nord? Tu vois ce que je veux dire? Et ça, il faut le dénoncer. Je veux dire, il faut qu'on arrête de prendre les gens. Mais ce que fait Mélenchon, il est brillant là-dedans. Et ce que fait par la droite et les gens qui aiment la France, lui, il se sert il parle aux émotions. Il faut qu'on comprenne les émotions des musulmans de France et des immigrés, qu'ils soient musulmans ou pas. C'est le seul moyen de. C'est ce que je dis. Il faut refaire de la politique. La politique, c'est pas seulement les idées, c'est les émotions. Tu te fais élire quand tu parles aux émotions des gens. Et ça, ce n'est pas sale, c'est noble. On ne gère pas une population avec des technocrates ou avec des normes ISO ou autre chose. Je veux dire, les écolos, ils n'en ont rien à foutre du changement climatique. Ils ont une émotion qui est une pulsion, je les essentialise, c'est une pulsion de mort. Ils veulent détruire la France parce qu'ils croient que l'heure de la Chine était venue. Donc les Chinois font le charbon et nous, on va faire des trottinettes fabriquées en Chine, on va les utiliser. Mais si tu ne comprends pas la pulsion de mort qui anime les écolos, attends, comment tu veux être écolo, être pour l'avortement? Là, je vais mettre les pieds dans le plat. Comment tu peux être écolo, préserver la vie et être contre la nature? Comment tu veux être écolo et être dans le délire LGBT actuel qui dit qu'un homme est une femme avec un défaut? Dire non, tu ne peux pas être pour la nature et tourner le dos à la nature. Comment tu peux être pour la PMA pour tout? Donc, si tu ne vas pas chercher, c'est comme les féministes musulmanes. Elles te disent la liberté, la liberté, la liberté. Mais non, tu peux pas comment dirais-je, nous dire que le voile est un symbole de liberté si toi-même tu pousses une religion qui n'est pas symbole de liberté. Je veux dire, l'islam, c'est ma mère, quand mon père est mort, ma mère a pris le 8e du patrimoine. C'est ça la loi au Maroc. Donc, tu ne peux pas être féministe et être musulmane. Enfin, je vais me faire beaucoup d'ennemis. Vraiment, tu ne peux pas être féministe et être musulmane. Vraiment. Un 8e. Et tu comprends qu'une femme peut être féministe et islamiste quand tu comprends que sa motivation première, ce n'est pas les droits de la femme. C'est t'emmerder toi. C'est ne pas être française. Elle ne veut pas s'intégrer. Elle veut pas s'intégrer. Il y a une pulsion de mort, il y a une pulsion de destruction de la France. La France a beaucoup d'ennemis. Et donc, soit elle éradique ses ennemis, mais comme tu le dis très bien, la France est un pays humaniste, soit elle montre à ses ennemis qu'elle peut être digne d'être aimée. Et là, c'est la France forte, la France qui refait du Descartes, du Balzac, qui refait de la culture, qui refait. Franchement, tu veux que les gens se rallient à la France, tu refais Versailles. Tu nous refais Fontainebleau. Tu vois, les gens ne vont pas se rallier à la civilisation des trottinettes ou des gens aux véganes. Personne ne se rallie à ça. Tu vois, l'intersectionnalité, elle fonctionne sur la même pulsion, la haine de la France, la haine de soi. Et donc, ils sont d'accord, même s'ils sont différents, ils sont d'accord sur ça. Donc, nous, il faut qu'on refasse une internationale du beau, du juste, du sublime, du fort. Les gens, et je veux dire, vraiment, si tu refais du Versailles, tu verras les gens qui viennent voir toi. Malheureusement, nous sommes en train de faire des trottinettes et des trucs, des pissotoires. Moi, sincèrement, quand tu vois la politique d'Hidalgo, mais je dis, je veux que Paris brûle. Bah, franchement, tu veux que Paris brûle. Quand tu vois ça, tu dis, mais que ça brûle. C'est pas possible, quoi. Et ce que fait Mélenchon, il n'est pas bête. Hein. Il a compris, je ne sais pas s'il a compris comme ça, mais c'est les émotions. Mélenchon n'a même pas besoin de faire Mélenchon, les islamistes, les indigènes n'ont même pas besoin de faire de la com. Les gens viennent à eux. Il y a une énergie qui est disponible. Il faut qu'on l'utilise. Eh bien, mon camarade, ce sera l'occasion, à mon avis, on en reparlera de multiples fois. Je pense que là, vous avez compris, mes amis, qu'on a vraiment un bon client. Et sincèrement, lisez son e-book parce que, sincèrement, c'est vraiment un ouvrage courageux parce que on n'est jamais plus courageux que justement quand on pense contre soi. Et ça, c'est vraiment un très beau petit ouvrage avec en plus, là pour le coup, l'ouvrage physique, mais qui porte sur un autre sujet que vous avez déjà vu la dernière fois. Driss, merci beaucoup et j'espère à très vite pour poursuivre ces échanges sur d'autres sujets. Merci, ça m'a fait plaisir et je salue tout le monde et j'espère que je n'ai
même ceux que j'ai choqués, sachez que je le fais par loyauté. Je veux dire, on ne peut plus se permettre de cacher la poussière sous le tapis. Voilà. Ne t'en fais pas. Provoquer, c'est tenter d'obtenir une réaction, donc c'est une pulsion de vie. C'est vrai, la pulsion de vie, tout à fait. À très vite. À très vite.